Allez les gars, tout le monde en tenue. Marty, tu passes en tenue. Virgile, en tenue aussi. Présentez. Ah! C'est très important de continuer d'œuvrer pour la mémoire, et notamment comme aujourd'hui dans des petites communes. On a beaucoup de familles qui viennent, on dit mon grand-père s'est battu à Massy, ou a été tué à Massy. Et pour beaucoup, c'est carrément dans les tranchées que nous avons remis en état. Ouais. Augustin Trébuchon est le dernier tué de la dernière offensive française. Le devoir de mémoire, ça n'est pas qu'un effet centenaire. Je pense que ça perdurera. Et pour qu'un site comme celui-ci reste vivant malgré les drames de cette première guerre. Sur le champ de bataille, il y a 80 000 soldats qu'on n'a pas retrouvés, nous, en forêt de Mayal de Verdun, qui sont encore autour de nous, là. Dans la Somme, dans la Champagne, il reste quasiment rien en vestige naturel. Hein. Alors que Verdun, on a partout des tranchées, tout est resté tel quel. Il y a 100 ans. Et 100 ans, c'est pas si vieux que ça. Hein, c'est avant-hier. Hein. Alors ici, vous êtes très exactement sur le point le plus haut atteint par les troupes françaises le matin du 10 novembre à 10h30. Jean-Christophe Chanot est le maire de Vrigne-Meuse, petit village des Ardennes, théâtre de l'ultime offensive française de la Grande Guerre. Les troupes françaises ont franchi la Meuse dans un brouillard très épais. La Meuse était en crue et il faisait moins 6 degrés. Comme ils étaient perdus dans le brouillard, ils sont montés un peu en travers. Ils se sont retrouvés ici, entourés des mitrailleuses allemandes. Les Français ont dû se défendre à coups de baïonnette, à coups de couteau, pour redescendre en échelon jusqu'à de l'autre côté de la voie ferrée. Loin des bords de la Meuse, en forêt de Compiègne, Français et Allemands négocient l'armistice. Signé le 11 novembre au matin dans ce wagon, le cessez-le-feu doit entrer en vigueur à 11h. À Vrigne-Meuse, les balles continuent de siffler. L'une d'entre elles touche en plein front l'agent de liaison Augustin Trébuchon, le dernier poilu mort au combat, sur le sol français, le 11 novembre 1918, à 10h50. Alors il portait un message, et le message dans la main, c'était pas pour dire que l'armistice était signé, c'était pas ça le message, c'était « la soupe sera servie à 11h30 aux roulantes près du canal ». Voilà, c'était le message qu'il portait aux avant-postes, pour dire, en gros, venez manger d'ici 1 heure, quoi. On va dire qu'Augustin Trébuchon, c'était quand même un vieux de la vieille. C'était un des plus âgés, puisqu'il avait 40 ans. Il est né le 30 mai 1878. Dès les premiers jours de la guerre, le 2 août 1914, il s'engage pour défendre la patrie contre l'envahisseur. Berger originaire de Lozère, Augustin Trébuchon n'obtient qu'une seule permission, en 1917. Décoré de la Croix de guerre, il repose dans le carré militaire du village. Toutes les croix portent l'indication « Mort pour la France » le 10 novembre 1918. Le jour de l'armistice, il ne fallait pas qu'il y ait de combat. Donc on ne pouvait pas dire qu'ils étaient morts le jour de l'armistice. Pour faire entrer Trébuchon dans l'histoire avec un grand H, une rue du village porte désormais son nom. Vrigne-Meuse a même décidé de graver son visage dans la pierre.
Hervé Tonglet apporte les toutes dernières touches à son œuvre. Une sculpture massive pour ne pas oublier le destin du soldat Trébuchon. La République qui prend dans ses bras Trébuchon. De sa main gauche, la main côté cœur, la colombe de la paix se pose. Et enfin, la symbolique du clairon qui sonne la fin de la guerre alors que Trébuchon vient de mourir. Elle commence déjà à plus m'appartenir, là, la pierre. Elle est sur le départ. Elle va les reposer sur ses terres maintenant. Il y a 30 cm, 35. Ouais. 2 ans après la commande du maire de Vrigne-Meuse, là on est pas mal. Cette sculpture peut enfin prendre son envol. Je l'estimais à 3 tonnes, elle en fait 4. Ça vous plaît? J'ai demandé aux enfants, ils ont dit super. Mon vieux Hervé, je suis content. Ah, si tu savais. 2 ans de boulot comme ça, c'est unique. Génial. C'est unique. Ah, moi j'ai les larmes aux yeux. La République qui tient dans son bras gauche un soldat. Qu'il soit français ou allemand, on a dépassé tout ça. C'est un symbole tellement fort en plus. Ah oui, c'est ça. C'est la réconciliation. On lève les bras, c'est la victoire, on l'a eu. Voilà. C'est bon, merci. Bravo. Un nouveau lieu de mémoire qui vient s'ajouter à une liste innombrable de monuments, cimetières, lieux de bataille qui s'étalent sur toute la ligne de front. La Somme, la Marne, la Meuse ou les Ardennes notamment, des territoires marqués pour toujours par ces 4 années de combat. Prendre soin de la forêt de Verdun, c'est la mission principale de ces hommes en vert. 100 ans après la Grande Guerre, la vie a repris son cours, mais impossible pour les promeneurs de ne pas penser aux combats qui se sont déroulés ici. Là, c'est un reste de queue de cochon, tu vois. Les queues de cochon, c'est ce qui tenait les barbelés. Ça, c'est le reste d'une grenade. Systématiquement, tu retrouves des éclats d'obus, il y en a des millions et des millions en forêt de Verdun. Ça, c'est de la ferraille, on ne croirait pas comme ça. On estime qu'il reste plusieurs tonnes de ferraille à l'hectare entre les éclats d'obus, les barbelés, les queues de cochon. Regarde, il y en a de partout, de toute manière. Ici, tu es au Bois des Corps, donc c'est le début de l'attaque allemande en février 1916. Les premières lignes françaises, le premier jour, elles ont dû prendre 1 million d'obus sur le... Donc, tu vois, et puis le lendemain, pareil, donc... tu vois, 100 ans après, t'as qu'à le passer de doigts comme ça. Dire c'est encore bien tranchant, quoi. Tu avais plusieurs sortes d'obus. Donc tu avais les obus qui explosaient comme ça, qui se transformaient en éclats. Tu avais les obus à shrapnel, qui explosaient à plusieurs mètres de hauteur et qui envoyaient donc des billes de plomb un peu de partout. On va en trouver sûrement des shrapnels. Puis tu avais les obus à gaz. Sur le champ de bataille, il y a 80 000 soldats qu'on n'a pas retrouvés, nous, en forêt de Mayal de Verdun, qui sont encore autour de nous, là. Donc on retrouve pareil au gré des travaux forestiers, on en retrouve régulièrement. Un vaste cimetière, un musée à ciel ouvert. Donc ça, c'est un ouvrage allemand, parce que les Allemands sont restés ici jusqu'en 18. On peut imaginer que le gars, avec son arme, il pose le coude là sur le rebord, et puis il fait le coup de fusil, parce que bon, l'Allemand, lui, est côté nord, et les Français sont côté sud. Hein. Les résineux plantés après-guerre ont protégé tous ces vestiges. Il n'y a pas de végétation qui a poussé. Tu vois bien les ouvrages, les trous d'obus, le bouleversement du sol. C'est aussi l'écrin naturel, comme ça, a vachement préservé le champ de bataille. Sous la couverture végétale,
Une image radar révèle la réalité d'un champ de bataille presque intact, constellé d'impacts d'obus. La bataille de Verdun est la plus longue de la Grande Guerre. 300 jours et 300 nuits de combat. Plus de 50 millions d'obus sont tirés. Bilan, 300 000 morts. Cette zone a été déclarée zone rouge, donc les terrains complètement détruits par la guerre et dont la valeur de remise en état dépassait la valeur du terrain. Donc on a exproprié les propriétaires et donc l'État a décidé de boiser pour en faire quelque chose de productif quelque part. La forêt pouvait produire du bois. Donc là on se trouve dans le village détruit de Douaumont. Il y en a 7 de villages détruits sur la zone rive droite, sur la zone rouge. Toutes les maisons étaient mitoyennes, collées les unes aux autres, avec une rue principale. Toutes les petites plaques symbolisent chaque entrée de maison. Ces villages, ils existent encore administrativement. Ils ont un maire qui est désigné par le préfet. Et puis, je crois qu'ils continuent à remplir le registre d'état civil, c'est-à-dire 0 naissance, 0 décès. Voilà, ils existent, ils sont morts pour la France, mais ils existent encore. C'est en préservant ces territoires que la vie des poilus a pu parvenir jusqu'aux générations actuelles. Virgile a 20 ans. On peut commencer par le premier casque à pointe ici. Depuis qu'il est tout jeune, il collectionne des objets de la guerre 14-18 et consacre même une partie de sa chambre à sa passion. C'est une de mes premières pièces de collection. Je l'avais acheté sur Internet, je me souviens. Ça m'avait coûté un bras à l'époque. Parce qu'en plus, je devais avoir peut-être 13 ans. Des achats, des cadeaux, mais aussi des trouvailles, notamment lors des très nombreuses balades en forêt avec son grand-père. Ça, c'est un morceau de bois. Alors là, on voit bien l'ogive qui a d'ailleurs pris une forme un peu courbée, qui est venue rentrer dans le bois. On voit pas exactement, mais par le dessous, elle est venue se figer dans le bois. Et elle n'a pas bougé depuis. Maintenant, là, il va sécher, il va durer encore des années. Je pense que c'est une partie de sauvée qu'on va pouvoir transmettre aux générations futures plus facilement. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Le côté de la vie des soldats dans les tranchées, les conditions inhumaines qu'ils ont pu avoir, avec la boue, les rats. Nous, on fait la reconstitution, mais c'est qu'une infime partie de ce qu'ils ont pu vivre. Là, j'ai mon casque. Là, j'ai mon bidon 2 litres en bleu horizon. Là, j'ai ma chemise avec mes bretelles. Et voilà, l'uniforme en bleu horizon. Demain, lors de la reconstitution, Virgile sera habillé comme ses ancêtres de 1916. En avant! Marche! Pour l'ensemble, à mon commandement, gardez-vous! Des poilus présents à une cérémonie commémorative devant un monument aux morts. Présentez. Ah! Une incursion du passé dans le présent que ces bénévoles font vivre un siècle après la Première Guerre mondiale. Il y a énormément de noms sur les monuments aux morts partout en France, dans toutes les communes de France. Et pour l'association, c'est tout de même le but premier, c'est d'entretenir la mémoire
de ceux et celles qui sont tombés pendant les grands conflits mondiaux, notamment la Première Guerre mondiale. Donc être présent à un monument aux morts, même sur une petite commune, avec les porte-drapeaux, avec le cérémonial, avec les officiels, c'est pour nous très important. Durant tout ce week-end, la vie du campement militaire s'organise, comme en 1916. Une cuisine roulante d'époque est faite pour une compagnie. Les compagnies d'époque, c'est 250 hommes. Essentiellement de la cuisine à base de soupe, c'est plus facile à cuire et surtout c'est plus facile à transporter. Le soldat français a mangé énormément de viande pendant tout le conflit et les rations des soldats français vont, à défaut d'augmenter, vont au moins se maintenir pour un petit peu augmenter sur la fin, contrairement aux rations des soldats allemands qui, elles, vont pas arrêter de diminuer et à la fin, les Allemands en sont rendus à manger du pain à base de sciure de bois. Les infirmières pouvaient être amenées à soigner aussi bien le camp français qu'allemand. Et pour les infirmières comme moi qui ne parlaient pas allemand, ils avaient fait des vocabulaires. Et donc celui-ci est d'origine. Il est de 1913, donc il préparait déjà la guerre, il s'en doutait un petit peu. Et donc on a des phrases médicales ou non, des mots à traduire en français et en allemand et en phonétique pour savoir le dire. Donc nous avons ici la silhouette typique d'un combattant début 1917. Donc un combattant français, que l'on les surnommait les poilus, au début de l'année 1917, lorsqu'il va monter sur la première ligne. Donc un pactage qui en totalité, fusil, sac à dos, équipement, va varier selon les armées entre 28 et 35 kilos réglementaires. Vous êtes un mannequin super. Il est formidable. Il est formidable. Une grande carrière s'ouvre à moi. On est aussi sur un travail de pédagogie vis-à-vis des personnes qui viennent nous voir, où ils peuvent nous poser des questions. Ça peut être sur l'armement, sur l'uniformologie, sur les conditions de vie, les batailles. Nous, on est là justement pour pas que ça s'oublie, essayer d'en parler, que les gens voient un peu ce que c'était. On n'est pas là pour être à leur place. On ne peut pas, de toute façon, on n'est pas dans les conditions d'époque. Mais on est là pour évoquer un peu ça, pour que ça perdure, que ça se perpétue, en espérant que les générations suivantes feront la même chose. Artilleurs, prêt, feu! Le circuit de la bataille de la Somme guide les touristes du souvenir au travers de nombreux cimetières, mémoriaux et musées. Du 1er juillet 1916, et durant 5 mois, plus d'1 million de soldats meurent sur ces champs de bataille. Ils sont allemands, français et aussi britanniques. Là, ici, c'est des habitués. Là, ça fait 20 ans qu'ils viennent. I said you come nearly since 20 years. Yeah, 1995, me. C'est en 1995 que Dominique Zanardi reprend cet ancien café de la Victoire, ouvert en 1922. Il est baptisé le Tommy, du surnom du soldat britannique, et devient un lieu de pèlerinage pour les descendants de ceux qui ont combattu ici. Cette famille australienne profite d'un voyage en Europe pour revenir sur les traces de son ancêtre. J'avais 20 ans quand mon père est mort. J'ai toujours voulu venir ici et voir ce qu'il a enduré. Il est arrivé en Europe à l'âge de 19 ans. Je ne serais pas là s'il n'était pas rentré à la maison. Le père de Betsy a combattu à Pozières. Elle revient pour la première fois dans cette région avec son petit-fils.
Ensemble, ils découvrent les tranchées reconstituées à l'arrière du café Tommy. C'est incroyable. On arrive mieux à comprendre comment c'était à l'époque. C'est plus fort que sur une simple photographie. C'est horrible quand tu penses à tout ça. Mais c'était la guerre. Tout ça est arrivé. Cela représente l'enfer sur Terre, que mon arrière-grand-père a dû vivre pendant 4 ans. Ce genre d'endroit nous permet de comprendre ce qu'il a subi et de faire perdurer leur mémoire et leur héritage. Ici, 2 tranchées se font face. Les Alliés contre les Allemands. Donc ici, toute la tranchée, tout communique, dont une partie souterraine. Ça représente un abri tel qu'il aurait pu être à l'époque. Ah, j'en suis très fier. Vu le travail qu'il y a là-dedans, c'est énorme. 20 ans de travaux et de collecte d'objets en tout genre. Là, ici, c'est le fusil très spécial où on a rapporté un espèce de périscope dessus, ce qui permet de tirer par-dessus la tranchée sans faire dépasser sa tête. Sur la ligne de front, tout rappelle aux habitants d'aujourd'hui le bilan de cette bataille, la plus meurtrière de la Grande Guerre. On vit avec toute l'histoire qui s'est passée ici. On est obligé de vivre avec eux. Il y a 420 cimetières britanniques sur la Somme. Les Britanniques ont enterré leurs soldats à l'endroit où ils étaient tombés. Donc ça peut être des petits cimetières d'une 50aine de soldats, comme un des plus gros, c'est 7000 hommes. Quand on voit tous ces cimetières ici aux alentours, on est pris par ça, on est obligé de vivre avec eux. Certains reconstituent le passé et d'autres le restaurent en entretenant des lieux de mémoire bien réels. Sur la butte de Vauquois, comme tous les samedis, c'est jour de travaux. Jacques, tu m'en fais un petit et tu le charges moitié. Comme ça, il va me le décaler. Travailler tous les samedis ici, mais avoir le résultat qu'on a, même si on a une petite équipe, au moins ça profite aux gens, ça aide à ce que les visites continuent. Les jeunes qui viennent ici, on voit les écoles et tout ça, ils ne s'attendent pas à trouver tout ça, ils ne s'attendent pas à venir sous terre voir comment les militaires vivaient et tout ça. Donc si nous on ne fait pas les travaux là, ils verront rien. Et le jeune qui vient là, qui a 8 ans, qui a 12 ans, il repart avec une image autre qu'un musée, quel qu'il soit, avec des objets sous vitrine. Là, il est dans la vitrine. C'est totalement différent. Depuis 1985, ces bénévoles rénovent ce lieu stratégique où la guerre des mines a fait rage pendant les 4 années du conflit. Grâce à l'association que préside Serge Thirion, là on va pénétrer dans une partie du casernement allemand. Les tunnels sont accessibles aux visiteurs. Vous imaginez, ce sont 17 km de galeries de creusées, ce sont 184 salles, chambres, cuisines, infirmeries, dépôts divers, une gare souterraine. Ce complexe était conçu pour recevoir initialement jusqu'à 2200 hommes. En fait, les Allemands étaient environ 1600 ici en permanence au service de cette colline. Les 2 camps creusent leurs galeries tout en surveillant l'avancée de l'adversaire. Les combats se déroulent à des centaines de mètres de profondeur. Le but, ça va être de creuser une galerie pour arriver sous la galerie de l'adversaire, rapidement y charger une certaine quantité d'explosifs qui aura pour effet de détruire la galerie de l'adversaire. Donc là, on arrive au-dessus de l'entonnoir. C'est la conséquence de la plus grosse explosion ici à Vauquois, en fait. Et là, ce sont 60 tonnes d'explosifs que les Allemands font sauter. Ce qui va provoquer la mort de 108 soldats français. Sur la butte de Vauquois, comme à la main de Massige, le plus important reste la transmission aux jeunes générations. Vous prenez les lampes, puis vous rentrez dans la tranchée, là. Mettez-vous dans la tête des poilus de 14, vous suivez ce qu'on dit. Alors ici, vous avez un bonhomme qui est tous les 10 mètres à surveiller pendant 4 jours,
4 jours sans pouvoir manger chaud, sans pouvoir se sécher. Les explications de Jean-Pierre au milieu des tranchées renvoient ses collégiens un siècle en arrière. Vous regardez rapidement et vous remontez. On fait des groupes de 6. Et il nous a posé la question, c'était les abris où ils venaient dormir. Oui, c'est des dortoirs. Ouais, des niches où ils venaient dormir s'entasser là-dedans. Pour une génération qui vit quand même pas mal dans le virtuel, d'arriver à voir les choses en vrai, c'est plus simple après pour eux pour appréhender la réalité. On sent qu'on leur apporte quelque chose. C'est une responsabilité, c'est un devoir. Pour d'un côté les honorer aussi, enfin ne pas les oublier. Ici, les guerriers sont devenus des gardiens de la mémoire. Le pays a quand même été défendu avec la poitrine de ces hommes qui avaient 20 ans et qui n'étaient pas des soldats, qui étaient des civils qu'on a mobilisés. Et chaque famille française a été concernée. On a tous perdu ou on a tous eu des blessés dans notre famille. Chaque jour en France, des centaines, des milliers d'initiatives continuent de faire vivre les souvenirs des poilus. 100 ans après la fin de la Grande Guerre.